Bonjour, bienvenue dans l'émission Stop Intox sur le plateau Village Semences. Aujourd'hui, le thème de l'émission est « Droit de l'environnement, les agriculteurs sont-ils pris en étau ?» Depuis plus d'un mois, dans les manifestations, on entend les agriculteurs qui disent « ras-le-bol des normes ». Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les plateaux télé, mais nous, on a voulu aborder cette question avec un éclairage nouveau, celui du droit de l'environnement. Alors, pour en parler, je vous présente nos deux invités. François Arnoux, vous êtes agriculteur en Vendée. Bonjour. Bonjour Nicole. Et Gilles Rivière-Wechstein, donc vous êtes journaliste et fondateur de la revue Agriculture et Environnement. Alors, on va commencer par vous, François. Donc, sur votre exploitation, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà si vous constatez cette inflation des normes ? Alors effectivement, on a énormément de normes et puis il y a une inflation. Je dirais depuis 5-10 ans où on a en permanence toujours plus. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? C'est pas les exemples qui manquent. Alors plusieurs qui me viennent à l'esprit comme ça. On parle beaucoup des haies par exemple. Oui. Donc au départ, on pouvait planter des haies, les entretenir comme on voulait. Et puis les supprimer, en remettre d'autres, enfin voilà, on pouvait le faire. Depuis 10 ans, eh bien, toutes ces normes se sont empilées autour de la haie. Donc il faut des autorisations pour les planter, il faut des autorisations pour les arracher. Et le summum, c'était l'année dernière, où il fallait aussi encadrer sur des dates de taille qui sont complètement délirantes pour nous, pour nos travaux derrière. Avant, c'était, bon, je dirais, sur des dates qui étaient à peu près, qui pouvaient se comprendre, logique. Et là, on a encore poussé le bouchon plus loin. Tout ça pour avoir une norme, en fait, territoriale. Alors que les dates de floraison des haies ne sont pas toutes les mêmes sur le territoire. Donc voilà un exemple par exemple. Et du coup, est-ce que ça vous empêche de planter de nouvelles haies ? Alors, ça ne nous incite pas, parce qu'en fait, à partir du moment où on met le pied dedans dans une haie, on sait que, enfin, à planter une haie, on sait que derrière, eh bien, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Vous savez pas ce qui va vous tomber dessus, quoi. Exactement. Et puis on sait que. Et il y a beaucoup de normes comme ça, c'est qu'en fait, elles sont dénuées de bon sens. Ces dates de taille, c'était invraisemblable de pouvoir penser qu'il fallait, bien au dehors de la nidification. Par exemple, nous en Vendée, jusqu'au 15 juillet, ça va. Là, c'était jusqu'au 15 août. Donc oui. Pendant un mois, eh bien, on ne peut pas les tailler, alors qu'il faut qu'on rentre dans les champs, qu'on implante les colzas, par exemple les semences de colza, eh bien, on ne peut pas les tailler. Donc c'est complètement contre-productif, en fait. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples, par exemple, autour de la gestion de l'eau, par exemple ? Alors au niveau de gestion de l'eau, là, c'est en termes de stockage, c'est hyper compliqué parce que par exemple, pour donner son volume, on est très encadré. Il y a des normes qui sont là, qui sont dénuées de bon sens. Et puis je vous parle pas de la volonté ou du projet de construire une réserve d'eau. Là, ça devient très compliqué. Moi, j'ai construit une réserve d'eau. J'ai mis 10 ans de paperasse parce qu'en fait dans le pas de temps de 10 ans il y a plus de normes, donc ça correspond jamais et donc on recule. Et encore, la région Pays de la Loire n'est pas la pire, si je peux dire. Et je dirais que c'est même un exemple en termes de pouvoir avancé. Donc vous voyez déjà dans une région où ça va plutôt bien, à quel point c'est compliqué. Et puis un dernier exemple, si on veut, c'est sur les productions de semences. Oui. Par exemple, moi j'ai du colza et du maïs semences. Et bien petit à petit, on a de moins en moins de produits phyto, donc ça fait de plus en plus de normes en fait à respecter, ce qui fait qu'on est dans des impasses sur certaines productions. Le colza évidemment et le maïs aussi, le retrait du S-métolachlore par exemple, oui. Nous mène complètement dans le mur sur ce genre de production parce qu'en fait un herbicide, hein, c'est ça. Un herbicide effectivement. Oui. Et puis là du coup, on est complètement dans l'impasse par rapport à ça. Donc on va avoir des champs qui auront plus d'adventistes, donc moins de rendement, alors que c'est une filière d'excellence. Et que vous avez des obligations de pureté au niveau de la production de semences. Tout à fait. D'accord. Alors, Gilles Rivière-Wechstein, est-ce qu'on assiste vraiment à une inflation de normes ? Est-ce que vous le mesurez ?
C'est une évidence, mais en fait, il faudrait prendre un petit peu de recul et voir d'où ça vient tout ça, parce que c'est ça qui est intéressant. Je crois que le monde agricole, jusqu'à présent, n'a pas compris l'origine de cette inflation des normes. En réalité... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En réalité, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait maintenant 30 ans, 40 ans que les tenants de l'écologie politique ont décidé d'instrumentaliser le droit de manière à mettre des barrières, des barrages dans la production agricole. Ce n'est pas d'ailleurs que dans la production agricole. L'idée d'utiliser le droit pour pouvoir imposer une société décroissante est quelque chose qui existe déjà dans d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, ça a été fait par les écologistes contre l'énergie nucléaire, pour vous donner une petite idée, qui n'est pas franco-française. Et vous avez d'autres exemples en France, par exemple, où ce n'est pas que le monde agricole qui, tout à coup, quand il y a un projet qui doit être fait, se trouve face à un contentieux juridique, où en face de ce projet se trouvent des ONG qui essayent de dire, non, au nom de l'environnement, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Et en fait, ça fait 40 ans... Ça porte sur le droit de l'environnement, essentiellement ? C'est en renforçant le droit de l'environnement, de manière générale, mais pas que l'écologie politique s'est donné les moyens d'intervenir pour pouvoir faire basculer des projets, arrêter des projets qui nécessairement, toute activité agricole, toute activité humaine, par définition, a un effet sur l'environnement. Or, à partir du moment donné où on inverse les priorités, où on dit ce qui est prioritaire, ce n'est pas de produire, mais c'est de préserver l'environnement, à partir du moment donné où la priorité est donnée à l'environnement, oui. À ce moment-là, il est beaucoup plus aisé pour l'écologie politique d'imposer son modèle. Mais on pourrait aussi se dire que, effectivement, depuis les 30 Glorieuses, on ne s'est justement pas suffisamment préoccupé de ces questions environnementales et qu'il fallait peut-être redresser la barre. On peut avoir cet avis-là, c'est en tout cas l'avis qu'ont les écologistes. Oui. Moi, je ne partage pas cet avis-là. Je pense que depuis 40 ans, on fait beaucoup plus attention à l'environnement, que ce n'est pas nécessairement en raison de loi. Mais en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a même des cas où le droit de l'environnement est perverti de manière à ce que les décisions qui sont prises, finalement, ne sont pas meilleures pour l'environnement. Je peux prendre plein d'exemples. Alors, donnez des exemples. Par exemple, il y a l'exemple que tout le monde connaît dans le monde agricole. On interdit les néonicotinoïdes et tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que ces produits sont remplacés par des produits qui sont pas du tout meilleurs pour l'environnement. Parce que de toute manière, on ne résout pas le problème des pucerons en interdisant un produit. Donc voilà. Et en fait, du coup, on passe à des insecticides aériens. Par exemple. Non mais c'est un exemple, si vous voulez. Parce que ça, c'est un exemple qui parle au monde agricole. Mais oui. Une retenue d'eau, par exemple, franchement, on peut parfaitement aménager une retenue d'eau de manière à ce que ce soit bien pour l'environnement également. Or là, on voit bien que avec des étiages, voilà, avec des règles. On voit bien que la manière dont les recours sont portés, c'est pas pour aménager, c'est pour interdire. C'est bien pour faire passer un projet politique. Donc c'est l'instrumentalisation politique du droit qui fait que finalement, les agriculteurs se trouvent dans l'impossibilité de produire. Et qui sont, vous dites, l'écologie politique ? Je vous prends par exemple Corinne Lepage, par exemple, a été une des personnes qui a été maîtresse dans l'élaboration de toutes ces lois, par exemple. Maintenant, aujourd'hui, ça date d'il y a une vingtaine d'années. Ça fait 40 ans que ce travail, si vous voulez, au niveau législatif a été fait. Maintenant, vous prenez une association comme France Nature Environnement. Oui. France Nature Environnement a 40 personnes à plein temps, juristes à plein temps, payées uniquement sur la question du droit de l'environnement pour pouvoir soit écrire, participer à l'inscription de lois, donc rédiger des textes de loi, et ensuite faire des recours. Et ils ont, en plus de ça, 60 de bénévoles. Donc la force de frappe juridique de France Nature Environnement, c'est une centaine de personnes. Alors je vous prends un exemple concret. Exemple concret de comment ça marche. Oui. On inscrit, lors du Grenelle de l'environnement, on avait dit qu'il fallait diminuer de 50% l'usage des pesticides, si possible. Dans le texte, ça, c'est Cofito. Voilà. C'est la formulation qui avait été prise au départ. Si possible. Vous regardez le texte de loi, le si possible a sauté. Donc l'objectif de la loi qui a été votée, c'est moins 50%. Oui. On n'y est pas.
Donc, non, on n'y est pas. Donc il est très facile, très aisé pour des associations écologistes. Même si on prend un autre indicateur que le NODU. Voilà, il est très aisé pour des associations écologistes aujourd'hui de dire, ben, regardez, le gouvernement n'a pas atteint ses objectifs, il a failli. On va voir un juge. Et on dit au juge, regardez, la loi dit qu'il faut diminuer de 50%, on n'y est pas. Qu'est-ce que vous dites? Ben, le juge ne peut que condamner le gouvernement. C'est ce qu'il a fait. Parce que donc, c'est en écrivant cette loi qu'on se met dans une situation dans laquelle finalement on ne peut plus la respecter. Et ça a été le produit de l'écologie politique. Alors, je me fais l'avocat du diable. Les agriculteurs, le monde agricole, lui aussi intervient, fait du lobbying pour modifier les lois. Est-ce qu'on est sur le même rapport de force? Mais moi, je ne regarde pas s'il y a rapport de force ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est l'évolution vers laquelle on va. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer vers une situation dans laquelle le droit de l'environnement devient supérieur au droit de la production. D'accord. Et donc, on ne peut pas différentes lois, par exemple le droit rural, enfin les autres droits. On ne peut pas en même temps demander à un pays d'avoir une souveraineté alimentaire si en même temps on a un cadre légal, juridique, du droit de l'environnement qui ne permet pas de produire. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Moi, je ne suis pas politique, c'est pas à moi de choisir. Mais soit on dit, nous, la France veut faire de l'écologie, et donc on ne fait pas d'agriculture ou beaucoup moins, ou bien la France dit, on veut faire de l'agriculture, et par définition, on fera moins d'écologie. On ne peut pas faire les deux en même temps. François, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que ça... Est-ce que c'est le constat que vous faites aussi? Oui, tout à fait. Gilles a parfaitement résumé la situation par rapport à l'évolution qu'il y a eu et puis l'impasse dans laquelle on se trouve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des faits en fait, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, on mesure tout ce délire en fait de normes qui s'est empilé, de cette idéologie écologique. Eh bien, on voit qu'on est donc en décroissance, en production plus faible qu'avant. Vous le constatez sur votre exploitation? On le constate parce qu'en fait, ne serait-ce que par exemple pour l'eau, eh bien, on n'a pas l'irrigation possible, disponible que l'on veut par rapport à tous ces encadrements. Donc, eh bien, on a des rendements. On l'a bien vu en 2022, par exemple. On aurait dû arroser plus, irriguer plus, mais c'était pas possible parce que c'était complètement encadré. Donc, on est dans des productions qui baissent régulièrement. Et puis, non seulement ça, mais on n'en voit pas l'issue. Tant que ce droit ne sera pas mis à produire, ne sera pas mis d'intérêt général comme ce que aujourd'hui... Comme c'était auparavant. Comme c'était auparavant. Et bon, j'espère que ça va revenir au niveau du droit de l'environnement. Ça va devenir au niveau du droit de l'environnement pour enfin qu'on soit sur le même pied d'égalité. C'est de dire là, si j'interdis, attention, je vais mettre en péril la production. Au même titre que l'environnement. Donc, je ne le fais pas. D'accord. Et est-ce que vous pensez, peut-être Gilles, est-ce que vous pensez que justement, comme là aujourd'hui, on est en train de redéfinir la souveraineté alimentaire comme un droit supérieur, si on peut dire, est-ce que ça peut rééquilibrer les choses? En tout cas, dans le discours d'Emmanuel Macron, dans le discours plutôt de Gabriel Attal, c'est clairement dit, c'est l'agriculture avant tout. Donc dans le discours, c'est clair. Maintenant, pour cela, ça demande d'être traduit dans des actes et traduit dans des changements de loi. Parce qu'en fait, il va y avoir un décalage entre cet affichage et puis le droit tel qu'il est écrit aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire la souveraineté alimentaire sans commencer à remodifier le cadre législatif. À la fois au niveau national et au niveau européen. Absolument. C'est ça. Parce que là, depuis on va dire 3 ans, toute l'approche Farm to Fork a été quand même plutôt de réécrire les directives et les règlements. Alors, pour reprendre l'exemple sur Ecophyto, aujourd'hui, c'est toujours le moins 50% quantitatif est toujours écrit dans la loi. Oui. Donc, le gouvernement est tenu à cette... Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il change la loi en disant on est pour une réduction des phytos, mais une réduction de risque de 50% et pas de quantité de 50%. Et vous y croyez, ça? Mais moi, je ne suis pas divin, je ne suis pas à y croire ou pas y croire. Moi, je constate, je dis simplement que si on veut être cohérent avec
la question de souveraineté nationale, si on veut être cohérent aussi, même avec une demande des consommateurs, c'est ce qu'il faut faire. En fait, pour Ecophyto, par exemple, c'est évident que les gens, ce qu'ils veulent, c'est moins de risques pour leur santé, moins de risques pour l'environnement. Bien sûr, et ça, c'est légitime. Ils se fichent complètement. Voilà, ils se fichent complètement de la quantité. C'est pas la quantité qui est important. Donc, c'est quelque chose qui, bien entendu, est possible. On a bien fait ce changement concernant l'énergie nucléaire, par exemple. Donc, en politique, tout est toujours possible. C'est une question de volonté politique. Arnaud. Oui, ce que je voulais rajouter quand même, c'est que ce que je voulais rajouter, c'est que en fait, qu'on nous laisse un peu tranquille, parce qu'en fait, on est complètement déconnecté de la réalité, parce que c'est norme plus norme plus norme plus norme, et à un moment donné, il n'y a plus de bon sens du tout. Ce qui fait que nous, on sait très bien. Enfin, Gilles l'a dit tout à l'heure, et tu l'as dit aussi au début, c'est que on a évidemment tout intérêt à protéger nos sols, à protéger notre environnement, notre écosystème. Et c'est ce que l'on fait. On n'a pas besoin d'empiler 50 normes derrière les unes des autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est contre-productif. Au final, eh bien, on détruit plus l'écologie qu'on la sert. On est quand même des grands garçons et des grandes filles. Je pense qu'on peut quand même... on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de cadre, mais trop de cadre tue le cadre. Et puis ce que je voulais dire, c'est que par rapport à tout ce qui peut être annoncé, eh bien, il va falloir que absolument que l'exécutif se mette dans les rangs, applique ce qui va être annoncé, s'il y a des choses qui vont être annoncées. Parce qu'en fait, on a trop vécu depuis des années, eh bien, tout ce qui est décision, mais derrière, ça ne suit pas. Parce qu'en fait, il y a tellement d'empilement de décrets, machin, c'est qu'à force, c'est que même si on donne une autorisation, il y aura toujours un recours possible ou un décret qui va faire que là, c'est pas possible. On le voit bien sur les curages des fossés, par exemple, dans le Nord. Eh bien, 3 mois après, on peut toujours rien faire parce qu'en fait, il y a toujours un truc qui voilà. Et donc, il va falloir quand même que dans l'administration, les gens se mettent dans les rangs et dire maintenant, on applique ce qui est décidé et on avance. Et on le traduit en législatif ou en réglementaire. Exactement, et avec un esprit, et là c'est là où il faut changer de logiciel, avec un esprit de production et non pas de décroissance agricole. Parce qu'il faut qu'on retrouve notre souveraineté alimentaire, il faut qu'on la garde et il n'y a pas le choix. Et il faut absolument qu'on arrête cette inversion qui s'est produite depuis 10 ans à moins parce qu'il y a plus de normes. D'accord. Et si vous deviez avoir une norme, une règle qui s'assouplit, qui permette de faciliter votre travail, ce serait laquelle? Il y en a difficile comme question. Parce qu'il y en a tellement. Non, moi ce que j'espère, c'est justement pour répondre de façon plus globale. Je vais me répéter, mais c'est quand même de dire, on a affaire à une administration qui prend le sens du problème et qui dit maintenant on change de logiciel et j'applique. Il faut du systémique, quoi. C'est ça. Ouais. Et parfois, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas même repartir d'une feuille blanche? Ah ouais. Tellement. Non, mais oui, mais parce que, en fait, avec une feuille blanche, on réécrirait tout ce qui est. On a vu que c'était. Parce qu'en fait, l'empilement arrive à des trucs complètement absurdes, quoi. Ouais. Et donc, je ne veux pas être pessimiste, mais malgré tout, ça va être compliqué de casser tout ça. On repart d'une feuille blanche, on a tous fait le diagnostic comme quoi on allait dans le mur. Allez, on recommence. Et puis on recommence, et là, on écrit l'histoire qui correspond à notre besoin aujourd'hui. Et Gilles, alors très rapidement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses? Non, mais je pense qu'à partir du moment donné où il y a un changement d'état d'esprit au sommet de l'État et dans l'administration, où on a pris conscience que ce qui importe, c'est la production avant tout, pas contre l'environnement, mais que produire devient l'impératif. Tout le reste se déclinera tout naturellement, comme ça c'est toujours fait dans tous les domaines. Vous prenez l'exemple du nucléaire, vous voyez très bien qu'il y a eu ce changement-là, ça implique plein de choses et ça vient naturellement. C'est une question d'état d'esprit. D'accord. Tout à fait. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Donc pour aujourd'hui, Stop Intox, c'est fini et à demain. Au revoir.